Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, et chaque troisième vendredi du mois, dans le sillage de l'échéance et de l'expiration des contrats futurs sur indice, la journée des sorcières, on s'intéresse au fonctionnement de l'investissement en bourse avec Louis Yang qui est avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse. C'est notre rendez-vous mensuel. Bonsoir Louis, bienvenue. Bonsoir. On a évoqué différents sujets autour de la bourse, comment investir, comment choisir ses supports, quel type de gestion est-ce qu'on peut avoir pour piloter ses investissements boursiers. La question du jour, c'est la bourse. Combien ça coûte ? On ne parle pas de performance boursière, on parle des frais qui sont nécessaires et qui s'appliquent à l'investissement boursier. Comment est-ce que vous cataloguez d'ailleurs les différents types de frais qu'il faut avoir en tête quand on se lance en bourse, quel que soit le support, quelle que soit la manière dont on choisit de le faire, Louis ? Oui, tout à fait. Il faut vraiment prendre en compte les frais avant d'investir en bourse. Lorsqu'on investit, il va y avoir différents types de frais qu'on peut effectivement cataloguer. Je pense que les premiers, c'est les frais de transaction. Donc, c'est les frais qui sont liés à un mouvement d'achat-vente en bourse, donc qui ont lieu uniquement lorsqu'on passe une opération. Donc ça, je pense que c'est vraiment les frais les plus classiques qui touchent tout investisseur et tout actif, donc qu'on investit en actions, en titres vifs, qu'on investit en ETF, en fonds, en produits dérivés, il va y avoir ces frais d'achat et de vente. Et ces frais, il faut savoir que c'est très variable en fonction de l'intermédiaire financier, que ce soit une banque traditionnelle, une banque en ligne, un courtier en ligne, un néo-courtier. Ça va vraiment être très disparate et différent. Les modèles économiques derrière sont aussi différents. Ouais. Ça peut être un prix forfaitaire. C'est souvent un pourcentage lié au montant de l'ordre. Ça peut être gratuit sur certaines actions, certains ETF avec les néo-courtiers. Donc c'est vraiment très disparate et ça dépend aussi du type d'ordre qu'on va faire, c'est-à-dire que par exemple si on fait un ordre par internet qui est le plus courant aujourd'hui, ça va être moins cher qu'un ordre par téléphone. Ça peut arriver sur certaines positions, on a besoin d'appeler son intermédiaire, donc ça va varier aussi. Ça va aussi varier en fonction du marché. Évidemment, si on investit sur Euronext Paris, ça va pas être le même prix que sur le Nasdaq ou sur le marché canadien. Donc il y a vraiment beaucoup de critères qui vont faire fluctuer le coût de son ordre. Ouais, je comprends. Et comme vous dites, il y a des écarts de prix, de frais de courtage très différents, mais il faut bien avoir en tête quelle est votre manière de fonctionner, quel est votre mode d'investissement. Est-ce que vous traitez beaucoup ? Est-ce que vous traitez une ou deux fois par an ? Sur quel type de marché, etc. Et c'est ça qui va vous permettre de décider finalement quel sera le meilleur courtier, en l'occurrence, pour investir. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point important. C'est vrai qu'il y a des courtiers qui vont avoir des packages, oui. Ceux qui traitent beaucoup. Si on passe 10 opérations par jour, il y aura sans doute peut-être des courtiers plus intéressants que d'autres. Exactement, et en fonction du marché, parce qu'il y a souvent aussi un minimum. Donc le minimum peut être plus élevé sur des marchés, même italiens, sur le marché canadien que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est vrai que si on investit sur ce type de marché, il va vraiment falloir regarder la tarification qui peut varier, alors que si on est un investisseur, on va dire plus long terme, buy and hold, moins actif, à ce moment-là, on peut se cantonner à éplucher les tarifs d'Euronext Paris. Il y a un autre point, c'est-à-dire qu'avec la loi Pacte, les frais sont désormais plafonnés sur le PEA. Donc sur le compte titre ordinaire, c'est très variable, comme je l'ai évoqué, mais sur le PEA, c'est désormais plafonné. Ouais. Il faut regarder aussi les frais du support, qui sont des frais incontournables également, Louis ? Oui, quasi incontournable. Ouais. Alors là, on vient d'évoquer les frais qui sont liés à l'activité, au mouvement. Les frais du support, ça va être des frais, on va dire, de garde ou de détention, en fait. Là, on est vraiment dans la détention, donc c'est un autre principe, c'est sur le montant qu'on détient. Donc si c'est des titres vifs, il y a les droits de garde. Ça existe de moins en moins, mais ça existe chez des acteurs traditionnels. Donc ça, c'est pour les titres vifs. Et après, pour tout ce qui est fonds OPCVM classique, type SICAV ou ETF, là, il y a des frais de gestion annuels qui sont un pourcentage du montant que vous détenez. Et là, l'écart est très important, en fait, entre les OPCVM classiques et les ETF. Par exemple, il y a une étude qui a montré qu'en 2020, il y avait, en fait, sur les actions internationales, les frais de gestion moyens sur des ETF, c'était de l'ordre de 0,4% par an. Et sur des OPCVM classiques, actions internationales, là on est même à plus de 2%. Donc il y a d'autres études, mais l'ordre de grandeur est là, donc l'écart est conséquent.
Ça aide à comprendre d'ailleurs la domination de la gestion passive depuis 10 ans, enfin en termes de collecte, d'encours de collecte par rapport à la gestion active. Oui. Au-delà de la performance qu'on peut avoir sur le plan boursier, la question des frais est centrale quand même pour beaucoup. Encore, j'ai parlé uniquement des frais de gestion, parce que sur des OPCVM classiques, il va y avoir des droits d'entrée, des commissions... versements, retraits, etc. Exactement. Donc, alors après, c'est vrai qu'avec les courtiers en ligne, ils vont souvent négocier des OPCVM à zéro frais d'entrée, parce qu'il faut savoir que les frais d'entrée, ça rémunère plutôt, surtout, principalement les distributeurs. Donc évidemment, en fonction de son intermédiaire, les coûts vont être différents pour un même OPCVM. Très clair. Non, mais il faut bien prendre le temps quand même de regarder tous ces frais qu'on pourra vous imputer et qui vont venir quand même réduire la performance boursière. Hein. C'est pour ça qu'il faut regarder ça avant. Terme, quelques points de base vont avoir un impact. Évidemment, si on fonctionne avec un horizon de long terme, et c'est le but de la bourse, effectivement, il faut prendre ça en compte. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, des frais annexes liés, je sais pas, à des services optionnels d'ailleurs, peut-être qu'on n'est pas obligé de choisir, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre comme type de frais encore? Il y en a pas mal aussi, effectivement. La liste peut être longue. La liste peut être longue. L'ingéniosité commerciale n'a pas de limite. Exactement, au niveau des services. Après, il y a aussi un service qui est derrière, souvent. Donc, oui. Donc effectivement, on va dire que tout produit-service a évidemment un coût derrière, mais il faut en être conscient lorsqu'on choisit et on souscrit. Donc il peut y avoir tout ce qui est lié à la fermeture d'un compte ou un compte inactif. Tout à l'heure, on a évoqué les packages pour les plus actifs. Et ben là, c'est une pénalité pour les moins actifs qui peut avoir lieu aussi au niveau des intermédiaires peut-être les plus agressifs au niveau tarification. Ils vont vous pénaliser parce que vous ne faites pas assez d'activités. Donc ça, c'est une possibilité. Et après, il va y avoir tout ce qui est lié à un service complémentaire. Ça va être un outil, un screener, un outil d'analyse technique pointu, de la cotation en direct sur des marchés américains, par exemple. Tout ça, ça a un coût aussi. Donc, ça va souvent être des coûts supplémentaires qu'il faut prendre en compte en fonction de ses besoins. Et au final, on arrive à quel ordre d'idée en termes de frais? Enfin, je sais pas, en pourcentage de ce qu'on investit ou autre. Enfin, c'est quoi? Il y a un chiffre un peu magique autour de ça ou c'est très compliqué justement? C'est très compliqué. On va dire que justement les intermédiaires financiers aussi nous facilitent pas la tâche avec des grilles tarifaires très disparates, avec des calculs différents. J'évoquais justement un fixe plus un variable ou un fixe en fonction du marché, du nombre d'ordres. Donc c'est très difficile d'avoir vraiment en fait un coût moyen standard. Ça va vraiment dépendre du nombre d'ordres qu'on passe, du montant de son portefeuille, des actifs qu'on traite, des marchés qu'on traite. Et c'est pour ça que c'est essentiel avant de choisir un intermédiaire financier de bien définir son besoin en amont et de ne pas payer justement des services dont on n'a pas besoin. On a vu une dernière sortie de Bruno Le Maire, alors c'était sur l'enveloppe PER en l'occurrence, 2 ans d'existence, un succès incroyable, des centaines de milliers de Français qui ont souscrit des PER. Visiblement, l'heure était venue pour Bercy et Bruno Le Maire de dire attention, nouveau produit, donc j'imagine que tous les commerciaux sont très contents et encore une fois beaucoup d'ingéniosité autour, mais ça se retrouve avec des frais effectivement qui visiblement... sont un peu au-delà du raisonnable dans certains cas. Surtout que sur le PER, il y a la carotte fiscale qui masque petit peu ces frais. Et donc évidemment, c'est comme ce que vous venez de dire, au niveau des nouveaux produits, plus l'avantage fiscal fait qu'effectivement, c'est important de bien vérifier tout ça. Et c'est aussi dans cet esprit-là qu'il y a eu la loi Pacte avec le PEA. Plafonnement. Voilà, exactement. Et vous dites, même avec la concurrence des néo-courtiers d'Internet, on peut arriver encore à avoir des frais très importants chez des acteurs traditionnels. Cette concurrence-là n'a pas remis un peu d'ordre dans tout ça. Les lignes bougent avec les nouveaux investisseurs, les nouveaux entrants depuis 2-3 ans qui sont plus jeunes, qui aiment investir peut-être avec un smartphone, une tablette, qui vont davantage aller rechercher justement les meilleurs services au meilleur prix sur Internet, mais on va dire qu'il y a plus familier de ce genre de démarche. Exactement, alors qu'il y a une cible ou des investisseurs plus classiques qui sont
par confort aussi rester sur leur intermédiaire classique. Donc ça bouge, mais c'est pas encore le cas pour tous. Et c'est vrai aussi sur d'autres produits. On peut penser à l'assurance vie aussi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs d'assurance vie en ligne avec des offres très disruptives, très intéressantes, etc. Mais ça reste encore marginal par rapport au montant d'apport global. Bon, ça c'est encore un peu différent parce qu'il y a le problème de la transférabilité. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et donc, faites le job quand vous vous lancez en bourse, effectivement, avant de mettre en place vos stratégies, définir votre profil d'investisseur. Prenez le temps aussi de regarder les frais qui vont être appliqués en fonction des courtiers que vous regardez et des supports sur lesquels vous allez pouvoir investir. Merci beaucoup, Louis. Merci d'être avec nous. Chaque troisième vendredi du mois, je le rappelle, rendez-vous pédagogique autour de l'investissement boursier avec les équipes du Café de la Bourse dans Smart Bourse. On se retrouve donc le 17 décembre prochain. Ce sera le troisième vendredi du mois de décembre. Louis Yang qui était avec nous ce soir dans l'émission. Très bon week-end. On se retrouve lundi évidemment à 12h30 en direct sur Bismart.